Sophie, nous avons un deuxième cas de marque très intéressant. Peux-tu nous en parler ? Oui, alors j'avais donc un client qui était exportateur, qui avait fait confiance à un distributeur et les mesdames et les messieurs du vin connaissent bien leur distributeur, surtout aux États-Unis, puisque vous devez passer par un distributeur, c'est la loi. Ça dépend des États, chaque État a sa loi, mais en général, et dans l'État de New York, vous avez besoin d'un distributeur. En tout cas pour clearer vos marchandises, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le distributeur a commencé à se comporter sur le marché américain comme s'il était lui-même la marque. C'est-à-dire qu'il s'est approprié de façon sauvage une marque qui existait en France. Et là, ça a posé un certain nombre de problèmes parce qu'il a commencé à en ouvrir des sites web et plusieurs avec la marque. Il a commencé à mettre la marque sur ses magasins, chose qu'il n'avait pas été ni discutée ni accordée. Et quand le moment est venu de rendre les clés des sites web et de rendre les clés de la marque, eh bien il a refusé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je voudrais mettre quand même quelques disclaimers, comme on dit ici. Les affaires sont beaucoup plus complexes que ça. Et là, on s'exposait réellement à 5 ans donc de procès pour IP infringement, c'est-à-dire contrefaçon, etc. Enfin, il avait aussi pris certains produits qu'il avait fabriqués ailleurs et il avait mis la marque dessus. Enfin, vous voyez bien le problème qui s'est posé. Alors, la personne en question, eh bien aussi, il y avait une question de personnalité. C'était quelqu'un qui était extrêmement volontaire, qui m'a fait comprendre tout de suite que les avocats, ils n'en avaient rien à faire et qu'ils ne feraient que ce qu'ils voudraient. Bon, alors là, ça demande une investigation. Il est bien évident que là, vous avez affaire à un sacré zozo, comme on dit en français, qui ne veut rien entendre et là, il faut investiguer. En investiguant, j'ai trouvé donc qui était le propriétaire des sites web. Nous avons un organisme aux États-Unis qui contrôle les sites web, qui s'appelle ICANN. Et je les ai contactés et ils m'ont dit oui, on pourrait éventuellement, si vous faites un recours, fermer ces sites. Alors, nous sommes retrouvés en médiation. D'abord, il ne voulait pas venir. Je lui ai dit, écoutez, il y a un intérêt à ce qu'on se rencontre. C'est votre intérêt aussi d'être là. Vous voulez récupérer de l'argent. À l'époque, il avait demandé 150 000 $ pour rendre les clés de la marque. 150 000 $, c'est quand même une somme. Surtout que la marque ne lui appartenait pas. Voilà. Alors, je lui ai expliqué qu'il voulait vendre ce qui ne lui appartenait pas. Et en droit français, tout le monde sait qu'on ne peut pas vendre ce dont on n'est pas propriétaire. On a discuté, je lui ai expliqué, j'ai regardé les points de leverage, comme on dit en anglais, les points où je pouvais actionner, donc une certaine, si vous voulez, des points d'appui dans cette affaire. Je lui ai dit, écoutez, la décision ne va pas dépendre de vous. C'est ni vous, ni mon client qui va décider de fermer les sites web, c'est ICANN, l'autorité qui est au-dessus de ça. Donc là, il a compris que de toute façon, il n'aurait pas beaucoup d'échappatoire et qu'il valait mieux négocier. Et alors, 250 000, on est descendu à 50 000. Et je lui ai encore expliqué que là, le PDG de la société serait très en colère parce qu'on ne peut pas acheter quelque chose qui nous appartient déjà, mais une personne ne peut pas vendre quelque chose qu'il a volé. C'est quand même encourager les mauvaises actions. Alors là, on est passé encore de 50 000 à 20 000. Et puis, après, on est passé de 20 000 à 8 000. Bon. Pourquoi 8 000 ? Parce qu'il avait quand même fait l'effort de distribuer la marque aux États-Unis. La marque avait une certaine renommée aux États-Unis. Les sites web qu'il avait créés avaient quand même une certaine valeur. Donc on lui a compensé son travail et son temps. Ce qui est juste. Être juste avec votre interlocuteur, même quand il se comporte mal, ça a un intérêt. Parce qu'on est sorti de cette médiation de 3 heures. Donc on est passé d'un conflit qui pouvait durer 5 ans devant les tribunaux, plus de 200 000 $ de frais d'avocat, c'était sûr, à 3 heures, avec des médiateurs qui étaient gratuits. Un médiateur, en général, coûte 600 $ de l'heure, mais si vous en trouvez dans des organismes gratuits, c'est encore mieux. Cette affaire a quand même coûté le prix du litige a quand même été réduit de façon phénoménale, drastique, parce que on a quand même économisé beaucoup d'argent. J'ai rédigé pendant la médiation les points sur lesquels nous étions d'accord, et nous sommes mis sur un certain nombre de points d'accord. J'ai fait revoir ce que j'avais rédigé par les parties sur le champ, donc c'est une technique qui est un petit peu atypique.
et je leur ai fait envoyer chacun un email sur mon compte email, comme quoi ils étaient d'accord avec le document que je leur avais envoyé. Donc comme quoi la technologie, c'est pas seulement le fonctionnement du cerveau, mais la technologie participe aussi à la résolution du conflit. Ils étaient d'accord, j'ai fait la rédaction toute seule de mon côté. On a échangé 2-3 emails après, ça a été signé, passé devant notaire, notary public, pour authentifier de la signature, puisque nous ne signons pas au même endroit. Voilà, et ça s'est très très bien passé. Et les parties sont toujours amies. Ils vont peut-être continuer de faire des affaires ensemble, mais maintenant avec des clés de verrouillage juridique qui sont, vous pouvez me faire confiance, beaucoup plus musclées. Mais il y a vraiment une possibilité de résoudre les conflits et de les résoudre tout de suite, sur le champ, sans attendre et d'une bonne façon. Merci beaucoup Sophie pour ce bel exemple.